Je vous remercie de me donner la parole. Je crois que M. Liger nous a tout dit. Je me demandais bien ce que j'allais pouvoir vous raconter, mais en tout cas, une magnifique histoire, parce que quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, on a l'occasion de voir beaucoup de choses dans notre activité, dans notre carrière. Et surtout, une chose très importante, c'est de rester les pieds sur terre et se dire chaque matin, rien n'est acquis. Il faut être présent dans ce qui va se passer. Et il faut surtout imaginer le pire. Alors nous, contrairement à des grosses structures, la PME, elle va travailler en opération, je dirais, je peux utiliser ces termes, opération commando, où on doit penser à terme, à 3 mois, à 6 mois, qu'est-ce qui va se passer. Et évidemment, on se dit, rien, ça n'arrive qu'aux autres. Ce que vous disiez tout à l'heure, ça n'arrive qu'aux autres. Et jusqu'au jour où ça arrive à, vous dites, dans notre métier, ça s'est bien passé, en 27 ans d'activité, on n'a pas ou très peu de problèmes. On a eu traversé des crises, bien entendu, des crises structurelles, des crises liées à l'économie, mais je dois dire que celle-ci était gratinée. Les crises, on a vécu une usine en Italie qui a brûlé, un matin on m'appelle en disant votre usine a brûlé, en Chine, j'ai vécu 3 ans en Chine, où on était dans les inondations à 1,50 m d'eau, et on a toute notre production qui devait partir qui est à l'eau, et on doit gérer ce genre de crise. Mais on se dit, bon, maintenant on a eu notre lot, on est assez attiré, on va pas passer à autre chose. Et bien non, jusqu'au jour où on se rend compte que cette crise qu'on a vue, moi je pensais avoir vécu beaucoup de choses dans 27 ans de carrière, et elle est arrivée très forte. Elle nous a touché de plein fouet mai 2009. On était encore sur des encours 2008 de fin de production pour le début 2009. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez où vous avez votre carnet de commandes, vous faites le point, vous travaillez avec vos outils de pilotage et vous dites qu'il n'y a plus de commandes, il n'y a plus de travail. Vous essayez d'atteindre le client, il est vos abonnés absents, vous avez des comptes à rendre, et vous avez vos partenaires en Chine, en Italie, qui nous demandent que se passe-t-il, qu'est-ce qu'on fait. Et là, on se dit, c'est nous, c'est arrivé, donc il faut maintenant s'asseoir, il faut se poser quelques questions. C'est pas arrivé aux autres, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça t'arrive à toi, ça arrive à ton équipe, à ton groupe. Donc on commence à s'asseoir et on va commencer à analyser le problème, en sachant que celle-ci était tellement, à un moment donné, arrivée tellement vite, et on s'attendait à ce qu'elle dure. Et effectivement, elle a duré, pour nous, elle a duré jusqu'à fin 2010. On a commencé une reprise dans notre activité très forte fin de l'année 2010. De janvier 2011, c'est reparti très très vite avec toujours les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Je rentre du salon de l'horlogerie de Bâle, où on parle entre guillemets d'euphorie, mais c'est des croissances de nouveau à 2 chiffres qui fait peur parce qu'on se pose la question, apprenons les leçons de ce qui s'est passé, on essaie d'en tirer les leçons, et je crois qu'on retombe dans les mêmes travers, et ça fait toujours un peu peur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien entendu, quand on est en période de crise, on va commencer à analyser, vous allez analyser votre poste de coût fixe, vos frais généraux, vos salaires, qu'est-ce que vous payez en trop, pas assez, etc. Donc il y a quand même des choses à revoir. En période de phase, forcément, on a peut-être tendance à engager plus, à prendre plus de personnes, le chef, son sous-chef, etc. Comment est-ce qu'on va maintenir les marges? En ce moment, on se pose des questions. On s'est dit, en commandant moins, beaucoup moins, donc je vous parlais de baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 30 à 40%, quand on était à plus 20% en 2008, et en 2009, on se retrouve à moins 40% de chiffre d'affaires, 45%, vous faites à moitié de votre chiffre d'affaires. Votre structure, vous ne pouvez pas la limiter à moins 40 parce qu'il y a des délais restrictifs, il y a des coûts qui sont inhérents à cette structure, et il faut quand même essayer de maintenir les marges. Donc, moins de quantité, on va essayer de monter le prix, négocier avec le client, parler, lui dire, écoutez, donnez-nous quand même des points pour pouvoir travailler. Et effectivement, ce n'est pas dans leur intérêt de tuer le partenaire, le sous-traitant, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, dans 2 ans, ils en auront besoin. Et puis éviter la chute du recal du chiffre d'affaires, c'est en fait, c'est pas compliqué, c'est travailler 2 ou 3 fois plus pour gagner moins. Donc ça, c'est connu, mais il faut aller beaucoup plus voir les clients, d'autres clients. Et nous, ce qui nous a sauvés, c'était la répartition du risque par rapport à la diversification. On ne connaissait pas la crise encore en 2006 ou 2007, mais on se disait, des taux d'augmentation, on augmentait de 2 chiffres, des augmentations de 2 chiffres, on voyait ces affaires dans l'horlogerie, dans le secteur de la lunette qui partaient très fort avec des croissances terribles, on s'est dit, ça ne peut pas durer comme ça, c'est pas possible.
Et on est parti dans des choix où on a décidé de travailler dans la diversification. Et bien entendu, on doit, lié à ça, adapter notre plan d'action. Je vais revenir après sur la diversification, parce que pour moi, il y a un élément important en période de crise, c'est qu'on a un plan d'action. Donc une fois de plus, on n'est pas dans une grosse structure, c'est une PME. Et une PME doit réagir très vite, elle doit être également flexible, mais réagir très vite. Et chaque jour est un autre jour. On se remet en question et on va pouvoir être sûr de réviser son plan et accepter le fait que demain, ce n'est pas ce qu'on avait prévu dans la journée. Donc on doit accepter cet état d'esprit de dire tous les jours peut-être un changement et passer à quelque chose de différent. Et surtout, l'activité et ce qui a sauvé notre groupe, c'est qu'on a planifié une diversification, notamment, on a des filiales, notamment en Italie, qui est très forte dans le secteur de la lunette. Le secteur de la lunette n'a pas été touché par la crise économique. Aux États-Unis, nous étions principalement dans le fashion, la nourriture, le food et les alcools. Et apparemment, en période de crise, les gens commencent plus à boire et à manger, et ça marchait très bien. Et on a été impacté très fortement en Suisse, parce qu'on était principalement, notre activité était liée au niveau de l'horlogerie. Et ce qui fait que les moins 40% avec quelques hausses en Italie et aux États-Unis nous ont permis de réduire, de finir la crise à des moins 20%, ce qui est tout à fait correct. Alors, plus facile à dire qu'à faire, garder son calme, son sang-froid. Donc, vous devez quand même piloter votre bateau, vous devez garder vos nerfs vis-à-vis de vos collaboratrices et vos collaborateurs. Vous avez les clients, vous avez les bailleurs de fonds, les banquiers, vous avez les fournisseurs aussi qu'il faut tenir et maintenir. Mais c'est surtout être calme et de se dire, alors, comme disait M. Linder, on ne peut pas attendre à dire ça va passer. Alors, forcément, il y a une inertie. Mais ça passera un jour. Mais en attendant, les dégâts sont posés, les dégâts se font, le trou se creuse. Et il faut préparer quelque chose. Également, on s'est rendu compte que c'est la crise. C'est pas parce que c'est la crise qu'il faut dire que tout va mal, il faut pleurer, il faut commencer à dire, travailler, aller dans le sens inverse, dans le positivisme, c'est génial, quand on dit magnifique, tout va bien. Non, non. Il faut être très transparent. Nous, on a décidé d'être transparent avec nos collaborateurs. On leur a dit, voilà ce qu'on peut vous garantir cette année, c'est-à-dire l'emploi, bien entendu, on va maintenir les salaires, les 13e salaires. On a maintenu une communication très transparente à l'égard de nos partenaires en Chine. On est impliqué dans 2 usines, on est partenaire dans 2 usines à hauteur de 30%, donc on a quand même des responsabilités à l'égard de ces gens. On leur a expliqué que voilà les volumes qu'on va pouvoir leur donner. Ils nous ont demandé de pouvoir travailler avec d'autres, on leur a dit oui, ben, forcément il ne faut pas que les bons ouvriers partent, les bons collaborateurs, les bonnes collaboratrices et bons collaborateurs partent. Et surtout, on a également une transparence qui a été un peu à sens unique à l'égard de nos clients, mais nous on a été transparents en leur expliquant voilà nos problèmes. Eux nous disent rendez-vous maintenant, on n'a pas de soucis, on ne veut pas parler de ces problèmes-là, on se verra l'année prochaine. Et puis à l'égard des gens, des partenaires qui nous soutiennent, je pense notamment aux banquiers, on présente des plans d'action, on leur montre ce qu'il en est, on leur montre les baisses de chiffre d'affaires, on leur montre ce qu'on a pris comme plan d'action. Et en général, pour nous, ça s'est très bien passé, surtout parce qu'on a fait preuve de transparence, on a expliqué nos problèmes. Et je dirais, de dire notre collaboration avec la BCD, qui est notre banque de référence, se passe excessivement bien. Ils ont compris, maintenant on est parti. On leur dit quand ça va bien, mais on leur dit également quand ça va mal. Et c'est pour ça que je suis un peu toujours énervé quand on critique toujours. C'est comme quand on tape sur le flic ou on critique le banquier. Il faut comprendre pourquoi, à un moment donné, un banquier doit peut-être fermer une entreprise. Et l'entrepreneur a des responsabilités, et sa responsabilité, c'est de montrer une transparence et d'être honnête vis-à-vis de lui, et de la personne qui le soutient moralement et matériellement. C'est-à-dire que si vous sentez que votre entreprise, vous n'allez pas finir l'année, ça ne sert à rien d'aller le dernier mois de l'année déposer votre bilan, c'est de dire à la personne qui vous soutient financièrement, voilà, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour liquider, mettre en liquidation et sauver les boîtes comme on dit. Ce qu'on apprend des crises, on les apprend, apparemment on les apprend, mais une année après la mémoire revient chasser le naturel, revient en galop, et on le voit maintenant déjà avec nos partenaires, nos clients, chasser le naturel, revient en galop, les clients reviennent avec les mêmes, on dit, les mauvaises habitudes. Et ce qu'on apprend des crises, c'est qu'on va faire attention. Et ça paraît tout simple, tout bête, mais aujourd'hui, je ne vais pas donner mon aval pour acheter 3 ou 4 ordinateurs. Je vais dire, on va regarder, est-ce que vraiment votre ordinateur, vous avez besoin d'un nouvel ordinateur, d'un nouveau Intel, d'une nouvelle console, il faut une palette, etc. On réfléchit.
On va optimiser le travail. On s'est rendu compte que les gens, c'est comme au restaurant, vous avez 2 serveurs et qui travaillent super bien, vous allez dans un restaurant vide avec 14 serveurs et vous n'êtes jamais servi. C'est une image, bien entendu. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on s'est rendu compte que Pacteam, fin 2008, on avait 28 collaborateurs, on a eu 4 départs, on a licencié 10 personnes, et on se retrouve avec 14 personnes pour le même chiffre d'affaires, et qui travaillent tout aussi bien, et qui ne font pas d'heures supplémentaires, qui ne travaillent pas le samedi, et qui arrivent à travailler très bien, mais on a aussi optimisé, on est devenu plus pragmatique, on a, je dirais, alors au contraire de celui-là, on a laissé tomber un peu la paperasse, on est resté très, très pragmatique. On travaille, on ne peut pas se permettre de faire des plans sur la comète, on doit aller très vite dans la communication, confirmé par mail aujourd'hui avec la communication, ça va très vite. Et on se rend compte qu'avec 1,2 million francs de moins de salaire, on arrive à tenir les mêmes chiffres d'affaires et à même, voire à travailler mieux. On se concentre aussi sur les clients porteurs. On avait une cinquantaine de clients, on a baissé aussi en clientèle, on en a plus que 30. Et on se rend compte aussi que ces gens-là sont contents, on est content de les avoir, sont contents de nous avoir parce qu'on va les servir beaucoup mieux. À force de se diversifier et de partir à gauche et à droite, on perd en qualité, surtout en quantité et en qualité. Et la motivation pour nous, ça a été, on s'est dit, on a expliqué à nos équipes, on ne peut pas vous augmenter, on ne peut pas vous donner de prime, on peut vous garantir les acquis, on n'y touche pas, c'est-à-dire 13e salaire, vacances et autres, on n'y touche pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'une partie de la marge opérative, on s'est dit, on a un budget, on fixe un budget, on ne tient jamais bien sûr, mais on essaie de faire en sorte de tenir. Mais la marge opérative, tout ce qui dépasse le budget fixé, le 40% va pour l'équipe ou les collaborateurs, le 60% pour l'entreprise, afin de pérenniser l'entreprise, et les 40% sont répartis en parts égales. On ne différencie pas le chef de projet, le designer, le magasinier ou autre, on les divise en parts égales, et ce qui fait que ces gens, par exemple en 2010, se sont fait un 14e, voire un 15e salaire. Et ils sont très contents, ils se disent, bon, le plafond ne nous a pas augmenté, mais en contrepartie, on a quand même 2 salaires supplémentaires. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Alors maintenant, après, effectivement, quand ça repartira, il faut aussi redonner, parce que vous ne pouvez pas tout garder et ne pas distribuer. Donc, être entrepreneur, c'est partager, c'est être avec les gens. Seul, moi, je ne peux pas travailler, je ne peux pas travailler dans mon entreprise, j'ai besoin de mon équipe, j'ai besoin des partenaires, j'ai besoin des clients, des fournisseurs, des banquiers. Donc, j'ai besoin de tout le monde pour pouvoir travailler. Et puis, comme je l'avais précisé au départ, c'était répartition directe. Aujourd'hui, nos filiales, elles sont réparties avec des secteurs d'activité bien déterminés. C'est-à-dire l'horlogerie pour la Suisse, bien entendu, parce que la Suisse, c'est le berceau. La lunette pour l'Italie. Et les États-Unis, on garde les alcools. Bien entendu, on a d'autres activités pérées. Et aujourd'hui, si demain, il devrait y avoir une crise dans l'alcool ou autre secteur d'activité, on sait qu'on va remonter avec le luxe. Ensuite, principalement, les filiales étant complètement interdépendantes de la maison. Voilà, je vous remercie et je suis très heureux de